je l'annonçais tantôt, vous avez plusieurs casquettes. D'abord, vous êtes oncle du sélectionneur national, Aliou Cissé. Peut-être vous avez été présent lorsqu'il était en train de confectionner la liste ou pas? Je ne suis jamais dans les secrets de Aliou Cissé lorsqu'il s'occupe de questions techniques. Donc confectionner sa liste, de très loin peut-être je l'ai vu, je ne l'ai même pas vu parce qu'il était quasiment pas ici, il s'était plus ou moins retiré. Donc je ne l'ai vraiment pas vu, je sais qu'il était dans un état qui lui permettait peut-être de le faire comme il le voulait. Donc il s'était un peu éloigné, il s'était un tout petit peu retiré et ça lui a permis de confectionner cette liste de 23. Donc, il était dans la partie méridionale du Sénégal. Oui, bien sûr. Il a des endroits où il peut aller quand il a besoin de calme, quand il a besoin de méditation. Il a des endroits où il peut aller se mettre. Et je crois que cette fois-ci, il l'a utilisé. C'est tous les 4 ans que ça se fait. Et le Sénégal, depuis 17 ans, n'est pas allé dans une compétition mondiale de ce niveau. Donc il a la charge de conduire l'équipe. Je crois qu'il est conscient de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, ses frères épaules, ses frères épaules. C'est vrai, on est apparentés, c'est vrai, on a en commun la Casamance. Mais aujourd'hui, c'est plus un ami qu'un parent. Voilà, c'est vraiment... On discute de beaucoup de choses. Ouais. Peut-être pas des questions techniques qu'il a, parce que ça, je ne suis pas fort dans ça. Je ne suis pas du tout dans les 4-4-2, dans tout ce qui tourne autour de comment on manage techniquement une équipe. Mais au moins, sur les questions de stratégie, on échange. Mais lorsqu'il a retenu les 23, il m'a rien dit. Moi, je l'ai 23, j'étais présent le jour où il faisait sa conférence de presse et j'ai été au courant des 23, comme tous les Sénégalais. De manière, on n'a vraiment pas du tout échangé sur ce plan-là. Il n'est pas tellement... Je crois que c'est quelqu'un qui est relativement... Pas secret, non, mais il est tellement conscient de son travail, il est tellement professionnel que peut-être il discute avec les gens qui peuvent lui apporter quelque chose de ce point de vue-là. Moi, je ne peux pas lui apporter grand-chose sur la question de comment gérer les footballeurs. C'est vrai, vous n'êtes pas technicien. Non, du tout. Alors là, du tout. Sur les styles de jeu, comment il faut jouer et tout cela, je serais plutôt supporter et ça, c'est pas bon. Alors, parlons plutôt de la gestion de ce bijou, on peut le dire. L'équipe nationale, on s'achemine vers une compétition majeure. C'est la plus grande messe du football mondial. Alors, comment est-ce que la fédération peut-être gérer, grâce à cette équipe nationale, qui est la vitrine quand même de notre football, peut-être engranger beaucoup de moyens, car notre football a besoin d'argent? Vous avez raison de dire que c'est un bijou. C'est un bijou parce que je ne sais pas combien d'États il y a au monde. Il va y avoir 32 qui vont se retrouver en Russie. Et ce petit Sénégal, ce petit bout de Sénégal, qui n'a presque rien du tout, qui est un des États les plus pauvres au monde, ce petit Sénégal se retrouve parmi les 32. Et quand on se retrouve dans cette vitrine, qui est aujourd'hui l'événement avec peut-être les Jeux Olympiques les plus médiatisés au monde, je dis bien les plus médiatisés au monde, quand on se retrouve dans ce cercle, on peut se considérer comme étant un bijou. On est dans un écrin et nous sommes bijoux. Et sur ce plan-là, je crois aujourd'hui que, de mon point de vue, on n'a pas suffisamment exploité le potentiel qu'il y a autour de cette équipe-là. Du point de vue marketing, je veux dire. Hein, oui. Je ne parle pas du point de vue sportif ou du point de vue technique. Du point de vue marketing, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment exploité ce bijou. Quand vous arpentez les rues de Dakar, vous ne voyez pas du tout de photos de Sadio Mané dans les affiches murales qu'il y a dans la rue. C'est plus Ramadan. C'est plutôt Ramadan. Bon, c'est pas mauvais que ce soit Ramadan, mais quand on va vers un événement de cette sorte, il y a quelque chose à faire. Et à moins de 2 mois. Oui, à moins de 2 mois, de quelques jours. La fédération a eu raison de dire qu'elle veille à l'image de l'équipe nationale, mais est-ce qu'elle l'a suffisamment bien vendu pour que ça puisse être utilisé et que ça puisse faire d'autres rentrées? On n'attend pas de rentrées financières seulement de la FIFA ou de la CAF, mais on attend des rentrées financières de ces bijoux-là. Je donne des cours à l'université et aujourd'hui, dans un cours qui est intitulé droit du financement, j'estime qu'on peut utiliser les ressources qu'offre la propriété intellectuelle pour financer son activité. Comment est-ce que la fédération devait s'y prendre? Justement, par le biais de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est les droits que vous avez. Or, autour de cette équipe-là, on a l'image, on a l'histoire de l'équipe. On aurait pu faire un film sur l'histoire, sur l'équipe, et puis vendre ça, réaliser. On a l'image de l'équipe actuellement. On a dans cette équipe des joueurs de niveau mondial. On en a au moins 2 qui ont un niveau aujourd'hui qui leur permettent de se considérer comme étant parmi les meilleurs joueurs au monde. Je me demande si Koulibaly n'est pas le meilleur défenseur au monde
parce qu'on ne fait pas de bruit autour de Koulibaly, mais je me demande s'il ne fait pas partie des mecs, s'il n'est pas parmi, en tout cas les 3 ou 4 meilleurs au monde, il fait partie de cela. Et on a vu le prix que Naples a mis sur le marché pour vendre le joueur. Voilà, quand vous avez le meilleur joueur au monde qui prend votre maillot et qui en fait un étendard, c'est Maradona qui le fait de Koulibaly, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, est-ce que nous, on a suffisamment les ressources aujourd'hui pour aller là où il faut avec cette équipe et faire en sorte qu'il y ait des rentrées pour le football sénégalais? Parce que les rentrées que cette équipe fera, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour ces jours-là. Ils vont peut-être prendre une partie, mais ils ont suffisamment de moyens aujourd'hui de vivre qui fait de telle sorte qu'ils peuvent se passer de l'équipe nationale du point de vue financier en tout cas. Mais par contre, ceux qui sont ici et qui sont restés au Sénégal, ces petits clubs, ces éducateurs, ces animateurs, ils ont besoin de cela. Et ça va, si on arrive à faire cela, ça peut soulager dans un certain sens les finances publiques. Parce mais que la le ministère n'aura pas à mettre de l'argent. Professeur, la faute, c'est à qui? Vous savez, faute, je ne parle pas en termes de faute. Parce qu'au niveau de la fédération, nous avons une commission marketing. C'est beaucoup plus global qu'une simple commission. Je crois aujourd'hui, si vous regardez le football sénégalais, l'équipe de Augustin Senghor, ils sont arrivés, je crois, il y a 12 ans. Si je ne me trompe pas. C'est son second mandat. Voilà. Il y a 8 ans, je crois qu'ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, le football sénégalais et l'équipe nationale étaient au fond du trou. Quelques années après, Aliou Cissé, qui était avec les juniors ou les équipes jeunes, est arrivé. Donc lui, il a fait 5 ans. Voilà. Donc Augustin a fait 8 ans, Aliou a fait 5 ans. Mais ce que je constate, moi, et je le dis en toute objectivité, la seule chose qui a changé dans la gestion de l'équipe nationale du Sénégal, c'est l'encadrement technique. On a les mêmes dirigeants fédéraux, on a le même ministère, on a quasiment les mêmes directions techniques. Qu'est-ce qui a changé? Qui a fait de telle sorte que cette équipe qui était bas, au plus bas dans les classements FIFA, dans les classements CAF, cette équipe, en quelques 5 ans, n'a pas connu de défaite au niveau officiel, mais cette équipe également se retrouve aujourd'hui parmi les premiers dans le top 2 des classements. Certains peut-être vous diront qu'il y a eu l'intervention de l'État. Il y a tout le temps l'État qui met toujours la main à la poche. Oui, l'État met la main à la poche, mais ça c'est pour les questions matérielles. Matériel, oui. C'est matériel. Ça, c'est... L'organisation de notre football fait de telle sorte que l'État est obligé quasiment de mettre la main à la poche. Mais on est organisé de la même manière que la France. L'État français, pour ce qui est du football, ne met presque plus rien du tout. Parce que le football français a su se vendre, le football français a fait de telle sorte que non seulement ils font des rentrées avec les recettes et tout cela, avec la fiscalité, ils font des rentrées également avec beaucoup de choses. Alors moi, je crois qu'on n'a pas suffisamment utilisé les ressources de la propriété intellectuelle, l'image de nos lions, l'image de cette équipe nationale, l'histoire de cette équipe nationale. On ne l'a pas suffisamment exploité au point de faire en sorte que les entreprises qu'il y a ici, il y en a beaucoup qui sont des entreprises également qui ont vocation à devenir entreprises africaines, pour ne pas dire mondiales. Elles sont là. Pourquoi on n'associerait pas l'image de l'équipe nationale de football du Sénégal avec l'image de ces entreprises qui se considèrent comme des capitaines et qui veulent faire en sorte que l'économie sénégalaise avance? Mais certaines sociétés, professeurs, ont quand même signé des partenariats avec la fédération depuis quelques années. Signer avec la fédération ne veut pas dire faire en sorte que les ressources augmentent. Moi, je vois, pour ne pas nommer, il y a une entreprise de télécommunications qui a signé avec la Ligue de football sénégalaise. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose en termes de ressources? Je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'on a fait le ratio entre les entreprises qui viennent apporter, qui viennent utiliser l'image de notre football et ce que ces entreprises-là gagnent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas, je me pose des questions par rapport à cela. Je me dis qu'il y a peut-être un gap énorme sur ce plan-là. Et cela, c'est quasiment en porte-à-faux avec la qualité des ressources humaines que l'on trouve généralement au Sénégal. Quand on parle du Sénégal, on parle de la qualité des hommes. Les Sénégalais, ils sont forts dans ceci, ils sont forts dans cela, ils sont dans cela, ils sont là. Mais quand vous regardez les résultats, vous vous posez des questions pour ce qui est du football. Moi, je me dis, j'ai un problème. Alors, on va aller au mondial, on a peut-être une chose que beaucoup de pays africains n'ont pas encore eue, c'est cette qualité de ressources humaines techniques qui a fait de telle sorte que c'est un fils du pays qui est en train d'amener l'équipe nationale là où il doit être. Et il risque d'être le seul noir là-bas. Il le sera d'ailleurs dans ces jours-là. Ça, c'est quelque chose. Mais les dirigeants, je crois, le management, il y a également à faire, des progrès à faire de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que je dis que si on regarde la gestion du football sénégalais, pour ce qui est de l'équipe nationale, je crois que c'est au top. Et là, il faut féliciter non seulement l'encadrement technique, mais il faut également féliciter les dirigeants, les dirigeants de management. Mais quand vous regardez le football au niveau local, ça c'est vraiment le plus bas. On n'arrive pas du tout à nous émerger au niveau africain,
Nos clubs, tous les ans, il y a un champion du Sénégal. Ce champion du Sénégal ne passe même pas les tours préliminaires des joutes africaines. Il y a un problème quelque part. On a un championnat professionnel. Ce championnat professionnel, on n'arrive quasiment pas à le vendre. On n'arrive pas à faire en sorte que... Regardez, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Professeur, nous allons revenir tout à l'heure sur la gestion du football local, mais j'aimerais quand même qu'on continue un tout petit peu sur comment faire pour rentabiliser, comme tu l'annonçais tantôt, l'image des Lions. Peut-être le football sénégalais va peut-être bénéficier à travers cette Coupe du Monde qui va se dérouler prochainement en Russie. Alors, on a vu que la Fédération a signé un partenariat avec un équipementier, il s'agit de Puma. Le président de la fédération avait même promis qu'il y aurait des boutiques témoins, mais là, jusqu'à présent, que ce soit le Sénégalais lambda ou même d'autres Sénégalais, ne peuvent même pas disposer du maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a peut-être des raisons à ça, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la gestion globale. C'est le fait que l'on ait un équipementier et que l'on puisse mettre à la disposition des fans les différents produits, plus pas seulement le maillot, mais beaucoup de produits dérivés. Les gadgets. Voilà, ça s'appelle le merchandising. Et ça remet en cause ce que ça me permet de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la qualité des hommes, c'est-à-dire les ressources humaines autour du management du sport sénégalais. C'est même pas seulement le football, c'est pratiquement tout le management du sport sénégalais. On a le produit qui est là, le talent est là, mais on a du mal à le mettre en œuvre. On a du mal à le mettre en valeur. C'est en fait cela. Et quand je parlais tout à l'heure d'utiliser le droit à l'image, d'utiliser les droits de télévision, c'est cela qui fait vivre aujourd'hui le sport. Nous, est-ce qu'on a une stratégie dans ce sens-là? Pourtant, la FIFA a montré la voie avec cette Coupe du Monde. La FIFA ne badine pas. La CAF également. D'ailleurs, la CAF maintenant travaille avec une maison de communication. Apparemment, on dirait que nos dirigeants sont complètement dépassés par cette nouvelle forme de gestion du sport. Je n'irai pas jusque-là, mais je trouve dommage que... Vous n'êtes pas d'accord qu'ils sont dépassés par cette nouvelle... Le mot dépassé, ce serait un peu trop fort. Ce sont des gens quand même, je crois qu'on leur doit un tout petit peu de respect dans la mesure où c'est eux qui sont là. Ils sont là. C'est eux qui ont été élus par le mouvement. Parce que les dirigeants du football sénégalais, c'est des élections. Ils ont été élus par le mouvement. Et ne serait-ce que cela, il faudrait leur donner ce respect-là et leur donner également, je ne veux pas dire quitus, mais faire en sorte que on ne soit pas en train de jouer à ceux qui disent non, ils ne sont pas bons. Non, je ne crois pas. Mais prof, est-ce qu'il ne faudrait pas, à un certain moment, secouer le cocotier et essayer quand même de rompre avec ces vieilles méthodes, hein? C'est de vieilles méthodes. Secouer le cocotier, c'est ce que nous sommes en train de faire. On peut le faire de manière violente. Je ne crois pas que ce soit la solution. On peut le faire de manière douce et progressivement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations qui se font pour le management du sport. De plus en plus. Beaucoup, aussi bien dans les universités que dans les cercles privés, on fait du management du sport. On enseigne comment il faut utiliser les ressources du sport pour développer ce sport-là. Je trouve dommage qu'on n'ait pas, nous, de stratégie de développement de notre équipe nationale. Pourquoi je dis je trouve dommage? Parce que, je dis, en Afrique de l'Ouest, c'est nous et le Nigeria. Il y a combien de pays en Afrique de l'Ouest? Il y a même une organisation d'intégration en Afrique de l'Ouest qui s'appelle la CEDEAO. La CEDEAO, oui. Qu'est-ce que nous avons fait du point de vue stratégie pour aller en direction de la CEDEAO en disant, écoutez, nous serons le Team West Africa, nous et le Nigeria. Qu'est-ce que vous allez mettre comme ressources à notre disposition? Comment vous allez faire la publicité et la promotion des joueurs sénégalais et nigérians dans tous les pays ouest-africains? Est-ce que nous avons fait ça? Moustapha Cissé Lo avait promis quelque chose. Non, il faudrait le faire. Ce n'est pas Moustapha Cissé Lo de le faire. C'est à ceux qui ont en charge les destinées du sport de le faire. Donc les dirigeants fédéraux. Les dirigeants fédéraux, qui sont aujourd'hui, certains d'entre eux sont au niveau de la Confédération africaine de football. Il faudrait qu'on trouve le moyen de faire en sorte qu'on ne vive plus et qu'on ne dépende plus du tout du football européen. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous me donnerez juste une petite parenthèse. Allez-y. Et qui est en train d'être faite par l'actuel dirigeant du football mondial de la FIFA. Il a compris, lui, que si on ne fait pas attention, le football, en tout cas, risque d'être complètement accaparé et phagocyté par le football européen, qui est l'UEFA. L'UEFA, oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de proposer des compétitions qui essaieront de mettre sur le même pied les équipes africaines, les équipes asiatiques, les équipes européennes. Et à ce moment, cette fameuse Champions League-là, qui draine tous les petits Africains. Vous allez à la mosquée, vous entendez les jeunes discuter Barça-Real, Barça-PSG. À ce moment-là, peut-être qu'on aura la possibilité d'avoir des équipes africaines
dans ces joutes-là. Et ils pourront bénéficier non seulement des droits de télévision, des droits à l'image et de beaucoup d'autres choses. Et à ce moment-là, il y aura une manne qui reviendra et on ne comptera pas seulement sur les ressources de l'État pour faire vivre le sport. On va revenir, professeur, sur cela. Cet exemple-là de la gestion, les Européens ont su quand même développer des stratégies qui leur ont permis, maintenant pratiquement tout le monde, partout à travers le monde, que ce soit en Chine, en Asie, partout, on suit le championnat européen, pratiquement les 6 grandes nations du football européen. Nous allons revenir sur cette stratégie. En attendant, nous allons parler du football local. Le football local, avec, peut-être on peut le qualifier, peut-être vous pouvez ne pas être d'accord, de patate chaude entre les responsables, surtout la Ligue de football sénégalaise. Le dossier Stade de Mbour-Uzo, on a vu récemment l'intervention du chef de l'État qui a accueilli les familles des victimes, mais après, finalement, ils ont tenu un point de presse pour dire oui, nous pardonnons, mais nous restons sur nos gardes parce que les séquelles sont là. C'est vrai, c'est vraiment le cas douloureux, c'est un cas très douloureux qu'on a relativement mal géré dans la précipitation, c'est mon avis. J'étais intervenu à l'époque quand la question s'est posée, juste après la décision du tribunal arbitral du sport, j'étais intervenu et j'avais demandé que cette décision, on appelle cela sentence, que cette sentence du tribunal arbitral du sport, en fait cette sentence d'un arbitre, que ça soit appliqué de manière intelligente. L'arbitre avait dit quoi? Il avait dit, écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé, vous, autorité sénégalaise du football, vous avez dit que le seul responsable, c'est l'US Ouakam. C'est l'US Ouakam. Ouais. Le juge arbitral dit non, le seul responsable, ce n'est pas l'US Ouakam. Mais il n'a pas dit que c'est Mbour. Le fait qu'il ait dit que ce n'est pas l'US Ouakam le seul responsable, les dirigeants de Ouakam se sont levés et ont dit voilà, nous, on a gagné. Les responsabilités ont été partagées, vous êtes complètement d'accord, partagées, professeur? tout le monde, par tout le monde d'ailleurs, par tout le monde. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était qu'il y a eu une décision dans laquelle on a essayé de trouver des solutions pour recommencer. Alors cette solution, elle était relativement mauvaise dans la mesure où la personne qu'on a choisie pour rendre la sentence, je ne vais pas revenir un peu sur ça, c'est un avocat français, marseillais, qui a rendu une décision et qui a dit, oui, on va demander à ce que l'on réintègre ces gens-là, et qu'on leur demande de jouer des matchs. Mais cette personne, elle ne connaît pas la réalité sénégalaise. La preuve, malgré l'intervention de la plus haute autorité de ce pays, qui est le chef de l'État, il y a une partie qui dit, oui, d'accord, monsieur le président, nous vous respectons votre... Mais nous, on ne peut pas jouer pour l'instant. Ça veut dire beaucoup de choses. Quelqu'un qui connaît les réalités sénégalaises saura qu'aujourd'hui, la plaie, elle est encore payante. Et il n'est quasiment pas possible de faire jouer ces gens-là. Qu'est-ce que je vois? Il y a un match de barrage joué en France où une équipe corse, elle est impliquée. L'équipe d'Ajaccio qui doit jouer avec le Havre. Mais les supporters corses, ils ont barré parce qu'en Corse, c'est un problème également. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut connaître quand on veut rendre une décision. Malheureusement, on est allé saisir le tribunal arbitral du sport, qui a nommé un arbitre français, qui ne connaît rien des réalités sénégalaises, qui, en toute bonne foi, a rendu une décision. Mais cette décision, elle n'est pas bonne. La preuve, on n'arrive pas à l'appliquer jusqu'à présent. Mais est-ce que la Fédération sénégalaise de football avait d'autres possibilités, c'est-à-dire de renvoyer cette décision du tribunal arbitral du sport? Est-ce qu'il y avait des opportunités? Il ne s'agissait pas de renvoyer la décision du tribunal. Par exemple, on aurait pu dire, nous devons exécuter la décision, ici, au Sénégal, mais cette décision, pour l'exécuter, il faut que l'on fasse, je vais parler un peu technique, c'est du droit, il faut que l'on fasse une procédure spécifique qui permet à ce que la décision qui est rendue par une personne, qui est un avocat, par l'arbitre là, que cette décision, elle soit acceptée par les Sénégalais. Parce que chez nous, la décision de justice, quand elle est rendue, c'est le tribunal qui rend la décision et le tribunal rend au nom du peuple. Mais là, on a une décision qui vient de France et qui est rendue au nom d'un arbitre, une personne. Est-ce qu'une personne peut nous imposer son opinion? Non. Donc, cette sentence, on va la prendre et on va la donner au président du tribunal de grande instance de Dakar. On lui dit, est-ce qu'on peut l'appliquer? Et c'est ça la procédure, ça s'appelle exéquature. C'est un peu technique, je suis désolé pour vos auditeurs, pour vos auditeurs, mais c'est un peu cela. Ça s'appelle exéquature. Et l'exéquature, c'est une procédure assez particulière qui permet de recevoir dans un pays une décision rendue par un autre pays. Et dans ce cas, on pouvait renvoyer quand même l'intégration de l'US Ouakam dans la Ligue 1. Quand ça ira devant le juge du tribunal de Dakar, le juge du tribunal de Dakar va dire, écoutez, monsieur l'arbitre, nous vous respectons, mais votre décision-là, on ne peut pas l'appliquer actuellement. Par conséquent, nous estimons qu'on ne peut pas l'exécuter au Sénégal et on renvoie la décision là-bas. Donc ce cas de figure était possible? Était possible.
Mais il y avait de la précipitation. Les gars de Wakam avaient dit, eux, ils ont gagné, donc eux, ils demandent à être réintégrés. La fédération aussi s'est dit, puisque c'est comme ça, on les prend au mot, on les réintègre. Et voilà la situation où elle est venue. Or, je veux vous dire encore une autre chose, c'est technique. Vous savez, sur cette question d'arbitrage, je crois que tous les Sénégalais se trompent actuellement, la plupart. Ils se trompent lourdement. Quand je dis qu'ils se trompent lourdement, on croit que tous les litiges de sport doivent être réglés par le TAS. C'est totalement faux. Ah oui? Totalement faux. Totalement faux. La FIFA et la CAF eux-mêmes ont prévu dans le règlement la possibilité de créer un tribunal arbitral au Sénégal, au lieu d'aller là-bas, de l'autre côté. La France l'a fait, la France a créé une chambre arbitrale du sport. Pour les litiges internes. C'est pour les litiges internationaux. Quand il s'agit d'un conflit entre le Sénégal et le Cameroun, à ce moment, il faut aller au TAS. Mais quand il s'agit d'un conflit entre Wakam et Mbour, on est au Sénégal, c'est ce qu'on appelle litige interne. Mais et à ce moment-là, pourquoi les Sénégalais n'ont pas créé cela? Mais pourquoi? Voilà, moi je vous repose la question. Pourquoi les autorités du football sénégalais n'ont pas créé ce tribunal? Est-ce que nous-mêmes sommes conscients de cette possibilité et de cette existence? Et pourtant, c'est un avocat qui est à la tête de cette fédération. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça aurait pu être un chauffeur de taxi, ça aurait pu être n'importe. C'est pas ça qui est important. Mais quand même, il connaît les rouages du système. Je préfère ne pas parler d'homme, vous savez. Augustin Senghor, je le connais très bien, c'est un garçon qui est très, très Mais professeur compétent. Augustin Senghor, c'est un avocat, vous êtes d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord, mais un Oui. avocat ne sait pas tout, vous savez, chère madame. Un avocat ne peut pas tout savoir. Un juriste ne peut pas tout savoir. Moi, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Je suis obligé de le regarder. Aujourd'hui, même les mémoires d'ordinateur, vous savez, en droit, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais ça, c'est juste une boutade, c'est un adage qui le dit. Mais aujourd'hui, avec le foisonnement des textes qui existent, qui est-ce qui connaît toutes les lois? Même les ordinateurs ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent que ce qu'on met là-dedans. Donc, il faudrait lire, il faudrait Mais ce prendre... sont des instances qui existent, comme vous l'avez Absolument. mentionné, en France et dans d'autres pays. Ça veut dire, encore une fois, je reviens à la stratégie. Normalement, ces textes, qui sont applicables au sport, et que la Fédération sénégalaise de football a repris dans ses règlements généraux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dans les règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football. Oui. Si j'avais le texte, je vous l'aurais montré, et je vous le montrerai avant quand on doit terminer. Il y a un texte dans lequel il est dit qu'il est possible de créer une instance arbitrale impartiale à l'intérieur pour les litiges nationaux. On ne l'a pas fait. Au lieu d'aller à Lausanne, de payer combien d'euros? Justement, ne serait-ce que pour démarrer, c'est 500 euros. Pour n'importe quel litige, vous déposez 500 euros. Sans compter les avocats, sans compter les billets d'avance. C'est pour ça que j'ai dit dans un de mes textes que le tribunal arbitral du sport, c'est un tribunal pour riches. C'est des gens riches qui peuvent se permettre cela. Nous, les pays pauvres, on ne peut pas se le permettre. Et du coup, aujourd'hui, on a mis en place une justice. On a dans notre tête l'esprit que c'est la seule justice. C'est pas vrai. Mais pas n'importe quel responsable. Je peux citer son nom. Il s'agit d'Abdoulaye Sow, qui est vice-président au niveau de la Fédération sénégalaise de football, a réagi automatiquement après on peut le dire, cette décision du tribunal arbitral du sport. Il a dit, on ne peut pas aller au TAS, déposer un recours, que le TAS accepte ce recours du Sénégal. C'était lors de la rencontre Afrique du Sud-Sénégal. Et puis on revient pour le dossier ISO Stade de Mbour, que le TAS peut-être donne un avis contraire, qu'on ne l'applique pas. Mais ça, ce sont ces arguments. Mais ce n'est pas la même chose du tout. Quand vous dites Afrique du Sud-Sénégal, c'est ça le litige international. Ça, c'est un vrai litige international. Et cela, ce n'était même pas une histoire de violence ni quoi que ce soit, c'est une histoire morale, c'est l'éthique. Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud n'avait aucune chance là-dessus. D'accord, là-bas c'est éthique et l'autre? De l'autre côté, c'est quoi? C'était pénal, c'est le moral, ça n'a rien à voir avec cela. C'était un conflit avec mort d'homme. Un conflit avec mort d'homme. C'est une infraction pénale, normalement. Donc de ce point de vue-là, et en plus c'est un conflit national. C'est un conflit interne. Ce conflit interne, on aurait pu le résoudre entre nous ici, au lieu d'aller jusqu'au TAS. Ils sont allés saisir le TAS, on n'y peut rien. Vous savez, face à la justice, je crois qu'il faut que les gens arrêtent de croire que c'est le Coran ou c'est la Bible. D'accord. Ce sont les hommes qui mettent en place des lois. Ce sont des hommes qui mettent en place des tribunaux. Tout ce qu'un homme fait, un autre homme a la possibilité de le défaire. Et par conséquent, ce que l'on fait sur cette question de TAS-là, moi je suis de ceux qui, depuis très longtemps, ont dit, à défaut de pouvoir influer sur le TAS, il est temps que les Africains, et par le biais de la CAF, et là j'appelle Augustin Senghor, qui est, je crois, dans la commission juridique de la CAF, il faudrait qu'il s'organise avec Ahmed Ahmad, qu'on ait un bureau décentralisé du TAS ici, pour les conflits internationaux, les litiges internationaux entre Africains. On ne peut pas se permettre d'aller, d'autant plus que le tribunal arbitral du sport, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une liste
fermée d'arbitres. Absolument. Vous choisissez vos juges, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez votre juge à l'intérieur. Si vous voulez prendre quelqu'un d'autre, ça va être un problème énorme. Mais il y a un Sénégalais quand même. Il y a un avocat sénégalais qui est là-bas. Il y a un avocat sénégalais qui est là-bas. Maître Guédel. C'est tout. Oui. Mais de par les principes qui régissent les droits de l'homme, on ne doit pas imposer à quelqu'un son juge. Et la chambre de recours au sein de la Fédération sénégalaise de football, il y a également d'autres instances. Oui, ça c'est une instance qui est en charge de régler les litiges du travail, contrats de travail, les contrats entre... Parce que comme on est devenu professionnel, il y a des sociétés qui emploient des joueurs, qui sont leurs employés, donc il y a un contrat, supposons, entre Giraffe et tel joueur. S'il y a un problème là-dedans, oui, on saisit la chambre de résolution des litiges. S'il y a un problème sur des indemnités, on saisit la chambre de résolution des litiges. C'est un peu cela, c'est les litiges du travail et les transferts également. C'est cela que règle la chambre de résolution des litiges. Je l'ai présidé pendant 6 ans. Mais c'est une chambre qui ne marche pas comme il faut. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas également à un niveau de professionnalisme qui puisse nous permettre de faire fonctionner le droit comme il faut. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu à comment faire pour qu'on ait des normes et des règles qui puissent faire fonctionner au niveau de notre droit et non pas ce qui se passe en Europe. Mais il y a eu un jeu de yo-yo également lorsque Djamil Faye de Diapo SA a introduit un recours. C'était pour casser cette décision de la Ligue de football. Finalement, on a donné raison à Djamil. Après, il y a également une autre chambre qui est revenue sur cette décision. On ne sait même plus à quel sens vouer. Et vous avez tout à fait raison. Ça aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, les textes qui régissent le football sénégalais, je crois qu'il faudrait et qu'il est temps, et j'en appelle aux autorités fédérales, il est temps qu'ils cherchent les compétences, qu'on regroupe tout le monde et que pendant 2 ou 3 jours, qu'on aille étudier ces textes-là. C'est cela la question aujourd'hui. Les gens fonctionnent à la limite avec de l'à peu près, avec de l'empirisme, avec du style, voilà, c'est ce que nous, on faisait avant. Donc on continue à le faire alors que les textes ont changé. Il est temps aujourd'hui que, je ne sais pas qui est-ce qui s'occupe là-dedans de la commission éducation, formation ou j'en sais rien, mais il faudrait qu'ils s'occupent de cette affaire, qu'on regroupe tous les dirigeants, quels qu'ils soient, qu'on les regroupe, les présidents de fédération, les chargés de questions juridiques dans les clubs, on les amène et on leur explique comment ça doit se passer. Qu'ils sachent que les normes que nous avons en charge d'appliquer dans notre pays, ce sont des normes qui viennent d'ailleurs. Parce que le système fédéral, aujourd'hui, le système du sport est constitué de telle sorte que c'est pyramidal. La FIFA sort ses normes et nous dit, si vous voulez participer à mes compétitions, vous êtes obligés de respecter ce que moi je dis. C'est pour ça que les règlements généraux de la fédération, les textes de la fédération sont conformes d'abord à ce qui se fait au niveau FIFA et au niveau CAF. Mais certains pourront vous dire, professeur, que ça marche très bien et ça réussit. Non, ça ne marche pas très bien. La preuve, le conflit dont vous venez de parler, le conflit entre Djamil Faye et je veux dire, ça marche en Europe. Oui, en Europe, ça marche. Pour eux, oui. Parce eux, ils prennent le soin de faire ce qu'il faut. Ouais. Chez nous, par contre, ce conflit Guédiawaye contre... Diapo SA de Djamil Faye. Qui était interne à Guédiawaye, Ouais. c'était un conflit entre une société commerciale et une association. C'est vrai que ça, après, au litige de sport, c'est un mandat. L'association Guédiawaye a confié à la société Djamil le soin de gérer le football professionnel. Il y a un conflit à l'intérieur. Est-ce que c'était à la chambre de résolution des litiges de le régler? Je viens de vous dire, la chambre de résolution des litiges, ses préoccupations, c'est le droit du travail. Ce n'est pas un problème de droit du travail. On l'a mis là-dedans, elle a rendu une décision. Puisqu'elle a rendu une décision, on a droit à un double degré de juridiction. Ceux-là se sont pourvus et ils sont allés devant la chambre de recours. Et celle-là, elle a dit non, c'est pas bon. Donc, et ça a créé des problèmes énormes. C'est dommage que ça se passe. Et finalement, Djamil a transféré le dossier au niveau du TAS. Quelles sont ses chances? Non, déjà, je ne sais pas si est-ce que... Bon, Djamil, je le connais très bien, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si est-ce qu'il aura les moyens financiers de soutenir ce procès-là. Ça va être très compliqué là-bas. S'il m'écoute et s'il me voit, je lui aurais conseillé d'arrêter tout ça et de venir trouver une solution ici. C'est vrai qu'il faut aller quelquefois au bout et épuiser les procédures, mais il y a des choses qui ne servent pas à grand-chose, d'aller dépenser 60 000 € là-bas pour ce conflit-là, dans lequel peut-être il ne gagne même pas cela quand il gère Guédiawaye. Il y a des choses sur lesquelles je crois qu'il faut être réaliste par moment. Et je te demande, Djamil, si tu m'écoutes de manière tout à fait fraternelle, il faut arrêter ce conflit-là. Mais il va discuter avec qui? On connaît ces relations entre Djamil et la Ligue de football sénégalaise ou la fédération sont très tendues. Vous savez, c'est des Sénégalais, c'est des hommes. On trouvera toujours une solution quelque part. C'est mieux que ceux qui sont en train d'essayer de faire comme ça. La solution, elle peut se trouver.
Si on trouve les gens avec lesquels il faut parler, je crois que la solution, elle peut se trouver. Alors, le ministre des Sports, Matar Ba, il y a moins d'une semaine, c'était l'invité de Sport sur 7, avait parlé d'une rénovation du toilettage du code du sport. Le code du sport, apparemment, qui est complètement dépassé. On parle de sport amateur, alors que pratiquement, on commence quand même à pratiquer le sport professionnel. Ou plutôt, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, ce n'est pas le code du sport qui est dépassé. Le code du sport, il n'est pas encore sorti. C'est la charte du sport qui est dépassée. Donc, c'est la charte. Voilà, on a une charte. Et pourquoi on parle du code du sport de façon générale? Parce que, tout simplement, à un certain moment donné, les autorités qui ont en charge la gestion du sport, notamment le ministère, plus le comité olympique, ils ont senti la nécessité de réfléchir pour mettre en place un code du sport. Et je crois qu'il y a eu une commission qui a travaillé dessus. Il y avait les Guédendia et Sédugagne et tout ça, ils ont travaillé dessus. Mais jusqu'à présent, ça n'arrive pas à sortir. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas dans le secret dédié de ce code-là, mais ils ont peut-être fait des avancées. Oui, c'est ce que Matar Ba a soutenu. Voilà, ils ont dû faire des avancées, mais il y a des choses sur lesquelles peut-être ça a buté et ça continuera à buter, peut-être, hein, de par ma connaissance, notamment la question du financement du sport. Comment on doit financer le sport? Est-ce qu'on doit toujours prendre dans le budget de l'État? Est-ce qu'on ne doit pas créer? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels, bon, il n'y a même pas de ministère de sport et le sport se finance lui-même. Aujourd'hui, on est dans l'ère du sport professionnel. C'est à mon avis, surtout le football devrait pouvoir se financer aujourd'hui. Surtout le football local. Ouais. D'ailleurs, je voulais parler du football local. Peut-être avec ce nouveau code, contrairement à ce que vous dites, pas de charte, peut-être avec ce nouveau code, est-ce qu'on peut assister peut-être à un développement du football local? Oui, ça devrait pouvoir, s'ils ont mis là-dedans les instruments juridiques que l'on doit utiliser pour développer une activité professionnelle économique, une activité économique et en faire une profession. S'il y a les instruments à l'intérieur, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Les instruments, le premier, c'est quelle forme il faut donner au club professionnel. En France, ils ont très vite compris, très vite. Aujourd'hui, tous les clubs professionnels français de football, de Ligue 1, ont la forme de ce qu'on appelle la société par action simplifiée. C'est une forme de société très simple qui leur permet de fonctionner, sans exception. Et là-dedans, tu n'es même pas obligé d'avoir un directeur général, tu as juste un président. C'est pour ça, en France, on connaît les présidents. Ouais. Président Khalifi, président Oulas, président Kita et tout ça. Donc, cela. Deuxième chose, comment faire pour que les droits qui appartiennent à ces clubs-là puissent être valorisés. C'est ça la protection de la propriété intellectuelle. Comment on peut le refaire? Et vous avez l'image, vous avez le spectacle que vous organisez. Vous êtes un organisateur de spectacle. Et vous, chaîne de télévision, vous, presse, vous avez besoin de cela. Si jamais on arrive à vous convaincre que ça, c'est un bon spectacle, il y a des chances que vous veniez. Et si vous venez, vous également, vous allez développer quelque chose parce que vous allez avoir de la publicité. Le jour où vous allez montrer... Aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire à propos du football local. On est presque en phase terminale. Il y a un conflit qui pourrait survenir. En fait, il y a une bataille pour savoir qui va être champion entre le club Jaraaf et le club la Sonacos. GFC et la Sonacos également. Avec des matchs en retard et tout cela. Mais ça, c'est, moi, à mon avis, c'est une mine d'or. C'est une vraie mine d'or. La Ligue de football professionnel aurait dû surfer sur ça pour vendre aujourd'hui la fin du championnat du Sénégal. Mais parce qu'il y a un système. Cette saison, la Ligue professionnelle de football n'a même pas signé un partenariat avec une chaîne de la place. Par exemple, mais elle n'a pas signé avec une chaîne de la place, mais elle a un événement qui se prépare. Oui. Et l'événement, c'est la fin du championnat. Les lutteurs, eux, c'est un dimanche, hein, et ils arrivent à vendre. Nous, on a quelque chose qui est en train de se préparer. Aujourd'hui, c'est en train de se préparer. C'est d'autant plus en train de se préparer que j'entends de temps en temps le manager de Génération Foot. Lui aussi, ses déclarations, mais c'est du petit lait. On peut surfer sur ses déclarations. Le Perrin, là. Oui, Olivier. Olivier Perrin. Quelquefois, il dit des choses. Moi, j'aurais été journaliste. Je vais vendre mon truc là-dessus. Il parle des arbitres. L'arbitrage, machin. Oui, nous, on nous programme tout le temps après ou avant Jaraaf, je ne sais même plus. Ce genre de choses-là. Il est en train de dire qu'il se victimise, lui. Quand vous vous victimisez, alors que vous êtes en train, ancien champion du Sénégal, vous n'êtes même pas capable de passer un premier tour, vous êtes en train de vous victimiser, il y a un problème. Il faut se poser des questions. Est-ce que ce sont les autorités qui font de telle sorte que Génération Foot n'arrive pas à marcher, ou est-ce que c'est lui qui est en charge de Génération Foot qui n'arrive pas à faire en sorte que Génération Foot marche? Donc tout cela, vous aurez pu, vous, la presse, surfer sur ces questions-là et faire en sorte que les Sénégalais soient intéressés par ça. La fin du championnat de France, aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est qui est-ce qui va monter en Ligue 2? Oui. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Il y a un match qui va se dérouler en direct alors que personne ne veut regarder ces matchs-là. Nous, on n'arrive même pas à vendre Jaraaf Casa Sport. C'est cela mon problème aujourd'hui. Je dis que, et c'est pour cela, je crois que c'était chez vous à l'époque, dans une émission que vous avez animée, je disais, il y a des gens qui dirigent le football parce qu'ils sont élus.
ils sont légitimes. Mais est-ce qu'eux ont les compétences pour diriger le football? C'est différent. Vous pouvez être élu, vous êtes fort, mais vous n'êtes pas fort en marketing, vous n'êtes pas fort en comptabilité, vous n'êtes pas fort en cela. Et c'est pour cela que dans cette fédération, aujourd'hui, je crois que je le répète à nouveau, ça fait 3 ans que je le dis, il est temps qu'ils aient une administration avec des gens qui sont des salariés que l'on paye. Vous le payez, vous lui dites, moi je veux que vous soyez le directeur général de la Fédération sénégalaise de football et vous devez faire des résultats à la fin de l'année. En fait, directeur général de la Ligue de football, vous devez faire des résultats bénéficiaires. Et cette personne-là, elle fera ce qu'il faut. Vous prenez un chargé de com, un chargé de marketing, ils vont faire le travail comme il faut. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre football. Ceux qui sont élus, ils sont légitimes. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de donner de la place à des gens qui sont des sachants. Et c'est pour ça que ça pose des problèmes. Est-ce qu'ils le savent même? Ils le savent. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir. Aujourd'hui, vous croyez que le Paris Saint-Germain, quand il marche, c'est Khelafi? Non. Il a de l'argent, c'est vrai. Ouais. Mais il y a une administration autour de Khelafi. Il y a, comment il s'appelle, le directeur général du Paris Saint-Germain. Il s'appelle Gérard Blanc. Ouais. Vous allez au FC Nantes, il y a un directeur général. Vous allez à Lyon, il y a un directeur général. Les autres, ils ont de l'argent, mais ils prennent des gens qui savent et qui les aident. Mais nous, on n'a pas du tout cette humilité-là. C'est ça le Sénégalais. On n'est pas humble. Quand vous ne savez pas, dites je ne sais pas. On m'a élu, vous m'avez élu, je vous remercie, mais je voudrais que vous me donniez la possibilité de prendre celui-là qui a fait des études dans ça, qui est fort dans ça, et lui, il va mener la chose. C'est cela qui nous manque aujourd'hui, et je vous assure, on n'est pas très humble. Les études de la fédération, je l'ai dit devant Ablaye Sow, chez vous, je le répète à nouveau, il est temps qu'il crée une vraie administration. Est-ce que le seul secrétaire général de la fédération, Victor Sissé, est-ce que lui tout seul, il peut mener cette administration comme il faut? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les compétences qu'il faut pour aller vers cette Coupe du Monde-là? D'ailleurs, je constate un mélange de genre. Comment? Mélange de genre. Hier, j'étais à la publication des listes de Aliou Cissé. Qu'est-ce que je vois sur la table? Je vois le président de la Fédé, l'entraîneur national, le secrétaire général de la Fédé et M. Sow. Et Chersek. Ouais. C'est une question technique. Je suis désolé. C'est une question technique. Mais le directeur technique n'est pas là, il a voyagé. Qu'il soit pas il est avec les U20. Là, c'est-à-dire que ce que je n'ai pas compris, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que l'administration fait là où c'est technique? Ça relève de la responsabilité de l'entraîneur national, ça. Et il l'a toujours fait d'ailleurs, souvent seul. Aujourd'hui, on est qualifié, tout le monde veut venir parader. Et c'est ça mon problème, c'est ça que j'appelle le manque d'humilité. On manque d'humilité. C'est pas à eux, hein, mais je trouve que dans notre pays, si chacun faisait son job, ce serait bien. Eux, c'est des administratifs. Qu'ils s'occupent de l'administration. Ils ont à gérer l'entraîneur national, qu'ils le gèrent dans les relations qu'ils ont ensemble. Mais un administratif qui se met à gérer le technique, bientôt ils vont dire à l'entraîneur national, il faut classer telle personne, il faut classer telle personne, il ne faut pas classer telle personne. Et ça, c'est ça le mélange de genres dont je parle. Vous savez, aujourd'hui, on va en Coupe du Monde, c'est important, c'est vrai pour notre pays. Mais il y a le politique, il y a l'administratif et il y a le technique. Le technicien qu'on le laisse avec son équipe. L'administratif, il gère et il met les techniciens dans les conditions qu'il faut. Le politique, il est là et c'est son rôle d'ailleurs. Moi, je serai aujourd'hui président de la République, je suis très fier. Je vais dire, mon pays va en Coupe du Monde et je vais tout faire pour qu'on dise que c'est moi. Et ça, c'est normal. C'est plus que normal. Il est dans son rôle que d'essayer de faire ça. Mais entre les administratifs et les techniques, il faudrait que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. S'ils ne le font pas, on va vers des clashs. Parce que quand ça marche, tout le monde est là. Quand ça ne marche pas, c'est très difficile. Aliou a vécu ici des moments, lors des matchs contre le Burkina, c'était très difficile pour lui. C'est à peine si on ne lui avait pas tourné le dos. Le match nul. Cette période-là, c'était très difficile pour lui. Moi, je suis proche de lui et je sais ce que je vous dis. Personne n'était là. Aujourd'hui, on se permet de venir parader en disant on va en Coupe du Monde. Et c'est ça qui n'est pas correct dans la manière de fonctionner du Sénégal et des Sénégalais. Il faut qu'on apprenne à être humble. Il faut qu'on apprenne à voir ce qui est bon, on le fait. Ce qui n'est pas bon pour tout le monde, on ne le fait pas. Aujourd'hui, quand on a cette équipe-là, elle doit nous aider à retrouver une cohésion nationale. Quand je dis cohésion nationale, je pense au président Senghor. Ouais, c'est le rôle premier du sport d'ailleurs. Senghor, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'on venait à peine d'être né, on était tout jeune. Il a créé les Jeux de l'amitié. Les Jeux de l'amitié, c'était quoi? C'était les premiers Jeux dans lesquels on a vu une équipe du Sénégal gagner. Et dans cette équipe du Sénégal, il y avait des Bambara, des Sérères, des couleurs, des Peuls, il y avait tout.
Et du coup, ça a aidé à cimenter la nation sénégalaise. C'est cette cohésion-là qu'il nous faut avoir à nouveau. Mais est-ce que nos autorités, je vous repose encore une fois cette question, professeur, sont conscientes que grâce au sport, on peut développer, je ne parle pas seulement du secteur du sport, mais on peut développer l'économie sénégalaise. Est-ce qu'ils sont conscientes de ça? Est-ce qu'elles sont conscientes de ça? Elles le savent, elles sont conscientes, mais peut-être c'est une question de stratégie et de priorité pour certains d'entre eux. Pour certains, le sport, voilà. Voilà, il y en a qui considèrent que le sport, ce n'est pas leur truc. Moi, je me souviens très bien du président Wade qui disait, moi, le sport, je ne connais pas. Lui, il était honnête. Il dit, je ne connais pas le sport. Ce n'est pas mon truc. Mais quand il a fallu essayer de récupérer, il a fait ce qu'il fallait. Très rapidement, nous allons parler de notre sport national. Il s'agit de la lutte, cette crise qui secoue cette discipline entre l'association des lutteurs en activité, le CNG qui prélève pratiquement 15% en cas d'infraction, je veux dire entre guillemets, parce que je suis avec un spécialiste du droit, peut-être infraction c'est trop fort, en cas de violation peut-être. Alors certains quand même dénoncent ces sanctions qu'ils jugent assez sévères, assez exagérées de la part du CNG. Est-ce que le CNG a le droit de sanctionner un lutteur et également de défalquer de l'argent de son reliquat? Vous savez, est-ce qu'il a le droit? Je crois qu'il doit avoir le droit, parce que c'est un comité qui a été créé pour gérer le sport ici, ce sport-là. Comme c'est un comité qui a été créé pour gérer ce sport, ce comité a ses normes de fonctionnement. Et ces règles de fonctionnement, tous ceux qui adhèrent au comité doivent normalement se plier là-dessus. Le problème, je crois qu'il est plus profond. Il est plus profond dans la mesure où, il me semble, à mon avis, je ne connais pas beaucoup le milieu de la lutte, mais quand une organisation arrive à ce niveau de contestation de la part de ses membres, c'est qu'il faut qu'il fasse un pas de plus. Donc peut-être, est-ce que le mode de gestion du CNG que l'on a toujours connu, est-ce qu'il n'a pas atteint ses limites? Quand je dis est-ce qu'il n'a pas atteint ses limites, beaucoup de pensionnaires du CNG contestent. Et quand ils sont nombreux à contester, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ils doivent toutes les parties prenantes là, le président Alioune Sarr, les lutteurs, le ministère, doivent se mettre quelque part et réfléchir à comment faire pour qu'on puisse avoir une autre forme d'organisation. La chance que l'on a avec la lutte, c'est que ce n'est pas une organisation fêtière internationale. C'est à un autre niveau ici. Il n'y a pas de règles de FIFA ou de machin. Ici, c'est au Sénégal. Donc on peut se retrouver entre nous, entre fils de ce pays, pour ce sport national, et on dégage d'autres règles. Et c'est un peu cela qui manque dans nos organisations. Quand je dis que ça manque dans... C'est-à-dire c'est la prévision. On ne prévoit pas qu'est-ce qui va se passer. Normalement, le docteur Alioune Sarr aurait pu peut-être former une équipe qui va réfléchir dans les 10 ans comment doit être la lutte sénégalaise, comment on doit organiser tout cela. L'anticipation, ça manque chez nous. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le milieu de notre sport, mais qui peut avoir les mêmes effets que l'arrêt Bosman a eu dans le milieu du football. Ah oui? Oui. Ce qui s'est passé tout récemment, je l'explique très vite, il y a eu une fédération internationale de patinage artistique qui font sur la glace. Cette fédération, elle a sanctionné des patineurs parce que ces patineurs avaient décidé d'aller participer à une compétition qui n'est pas organisée par la fédération internationale. Ce qui peut se comprendre. Aujourd'hui, si un club du Sénégal se levait et dit « moi je vais aller participer à une qui n'est pas organisée par la fédération », mais plutôt par un privé. Par un privé, ça peut poser des problèmes. Donc, ce qui s'est passé, ces patineurs qui ont été sanctionnés sont allés voir la Commission européenne qui s'intéresse à des questions de concurrence, et la Commission européenne a dit à la fédération de patinage « vous n'avez pas le droit d'interdire à ces gens-là d'aller faire des manifestations et des compétitions ailleurs. Parce que vous-même, vous n'avez pas le monopole de l'organisation des compétitions en ce qui concerne le patinage artistique. » Réfléchissez un peu sur le football. Si Djamil Faye se levait un beau jour et dit « moi aussi je vais créer sa propre ligue. Ma propre ligue. Ou bien sa propre fédération.